Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Club Média 7, suspendue à la veille des élections législatives du 28 avril dernier. Votre émission Club Média 7 est donc de retour. Elle se consacre, comme vous le savez, à l'analyse au regard de l'actualité vue par les médias, donc de ce qui s'est déroulé au cours de la semaine. Et en particulier, cette semaine aura été riche en événements. Elle va commencer par le discours du chef de l'État, cette allocution qu'il a adressée au peuple béninois, dans laquelle il a proposé une main tendue à l'opposition. On aura également, au cours de cette semaine, eu la réaction de cette opposition qui est désormais fragmentée. Une partie de l'opposition a accepté cette main tendue, tandis que l'autre partie l'a complètement rejetée. C'est encore au cours de cette semaine que la Cour suprême a rendu une décision, celle de retirer leur grade de général ou de généraux aux hommes de rang que sont Nazer Hounokpe et Louis-Philippe Roundeyon, qui était donc jusque-là généraux depuis 2015, nommés par le président Thomas Boniaï. Ils ne sont donc plus généraux sur la base de cette décision de justice. Nous allons essayer de comprendre pourquoi avec mes invités. Et puis l'actualité de cette semaine n'en a peut-être pas assez parlé, mais la semaine prochaine, on y reviendra sans doute. C'est le brevet d'études du premier cycle. Les jeunes candidats vont plancher à partir de demain, lundi, et nous avons forcément un regard à porter sur cet examen et sur nos jeunes frères qui sont censés le passer. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission de Club Média 7 qui reçoit pour vous aujourd'hui Médis Agbeyonko. Il est journaliste, analyste, chroniqueur politique. Il est freelance, il est donc indépendant. Médis, bonjour, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci bien et bonsoir chers confrères, bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci à vous donc d'être de notre côté. Evelyne Kenom sera en face de vous. Evelyne Kenom est directrice de publication du quotidien Kinikini. Evelyne Kenom, bonsoir. Bonsoir chers confrères, je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs et bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous suivent en ce moment. Bien entendu, puisque effectivement c'est la fête des mères, bonne fête à toutes nos mamans. Toutes les femmes du monde méritent cet hommage que nous leur rendons aujourd'hui. Cette semaine aura donc commencé, Evelyne Kenom, par ce discours du chef de l'État qui était attendu, fortement attendu, et qui donc a été prononcé le lundi. Voilà, vous avez suivi, vous aussi, cette main tendue du chef de l'État, mais ce n'était pas seulement une main tendue à l'opposition, c'est un discours qui avait plusieurs contenus. Oui, bien sûr, il faut déjà situer ce discours du chef de l'État dans son contexte. Il est intervenu 4 jours après l'installation du nouveau Parlement et ce discours est venu un peu comme pour répondre aux nombreuses attentes, aux nombreuses craintes qu'a suscité cette élection, qu'il faut l'avouer, n'a pas été comme il le devait, apaisé, mais c'est un discours qui a ses forces, mais également ses faiblesses. Si vous le permettez, on peut y entrer déjà. Oui, commençons rapidement par les forces. Oui. Déjà, les forces, c'est déjà le courage de faire l'état des lieux, le courage de reconnaître que tout n'a pas été rose, le courage de reconnaître même qu'il y a eu violence, violence de part et d'autre, le courage de reconnaître qu'il y a eu des morts, mais il a manqué quelque part, je vais y revenir tout à l'heure, le courage de reconnaître au-delà du fait qu'il y a eu des morts, de reconnaître que le peuple béninois a droit à la vérité sur ce que d'aucuns appellent les tueries des 1er et des 2 mai. Je disais que ce discours a quelques forces, d'autant plus que c'est un discours qui rappelle les efforts que le peuple béninois tout entier doit pouvoir consentir pour s'engager. Et il a déjà commencé à consentir. Voilà, et doit s'engager sur la voie des réformes. Mais quelque part, ces réformes, ça a été très difficile à accepter parce que justement, ça a manqué de consensus par endroits. C'est bien que le chef de l'État ait reconnu qu'il a manqué le consensus quelque part. Il y a également la force de ce discours réside dans ce que le chef de l'État a reconnu implicitement
que l'opposition, du moins l'opposition traditionnelle que nous connaissons et reconnaissons, je ne voudrais pas parler de l'opposition à la Toleba, je voudrais parler de l'opposition qu'on connaissait déjà dans la peau de l'opposition. Cette opposition-là, donc, le chef de l'État lui a tendu une sorte de main en faisant un certain nombre de propositions qui étaient vraiment pertinentes à mon sens. D'abord, il a annoncé qu'il l'invite très prochainement à s'asseoir à la table du dialogue. C'est déjà bien qu'il ait manifesté la volonté de dialoguer. Parce que sans dialogue, il ne peut pas y avoir de solution. Sans dialogue, on ne se regardera qu'en chien de faïence. Et sans dialogue, on ne pourra jamais s'entendre. Et donc déjà, cette ouverture qu'il marque en disant qu'il invitera très prochainement toute la classe politique pour des échanges francs et sincères, quelque part, c'est une force. La force aussi, c'est de pouvoir dire qu'il pense et suggère que la loi sur le statut de l'opposition soit revue, réexaminée, réétudiée par le nouveau Parlement et que le Parlement y touche et modifie cette loi en certaines dispositions pour faciliter justement la libre expression de l'opposition. Cela est important. Il faut également noter la relecture, justement, suggérée de la charte des partis politiques et du code électoral, qu'il faut le reconnaître, sont des instruments juridiques, mais à controverse. Ça, il faut le reconnaître. Justement, et ce sont ces controverses-là qui ont été à la base des problèmes politiques que nous avons connus, qui ont engendré la crise politique pré- et post-électorale. Le chef d'État, dans son discours, donc, annonce qu'il suggérera au Parlement de revoir, de relire cette texte-là. C'est une des forces de ce discours, forcément. Bien sûr que oui. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un discours de rassembleur. Seulement que c'est venu avec un peu de retard de mon point de vue. Discours de rassembleur en ce sens que nous avons remarqué que le chef de l'État a su faire preuve de la qualité qu'il faut en tant que leader pour tendre la main à toutes les forces politiques, donc exprimer son intention ou bien sa volonté de réunir les forces politiques du pays pour discuter des questions qui fâchent. Puisque des questions qui fâchent, lui-même, il sait qu'il y en a, et à travers son allocution, c'est que tout le monde a compris qu'il est vraiment préoccupé par le dénouement de cette crise. Et c'est en cela qu'il faut d'abord saluer ce courage qui a consisté à tendre la main à ses adversaires politiques dans un contexte du genre. Et le deuxième aspect de mon analyse, quand je dis que le discours est venu avec un peu de retard, c'est parce que nous sommes conscients de ce que la cause fondamentale de la crise pré- et post-électorale que nous avons connue découle des tests. Donc peut-être que cette intervention du chef de l'État aurait pu être faite plus tôt, cela aurait épargné notre pays de beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des démarches, il y avait un processus électoral. Le chef d'État a voulu certainement attendre que le processus arrive à son terme pour s'exprimer. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait une exigence qui demeure d'ailleurs de la part d'une partie de la classe politique de la suspension du processus électoral. Est-ce qu'une expression du chef de l'État pendant ce processus n'aurait pas donné l'impression à sa veille ou en ces premiers mots que le chef d'État voulait suspendre le processus? Non, pas suspendre le processus. Mais quand le processus était en cours, à un certain moment, le chef de l'État a senti l'obligation d'intervenir en convoquant les différentes parties de l'opposition pour demander à ce que le dossier soit envoyé à l'Assemblée en vue de trouver une solution. Donc, je crois que c'était le moment propice déjà d'ouvrir le débat sur la nécessité de relire les tests querellés. Si cela avait été fait en son temps, peut-être que les choses n'iraient pas comme nous l'avons constaté. En tout cas, ce qui est certain, le processus a évolué. Le chef d'État a proposé cette main tendue à l'opposition et vous avez estimé, vous, qu'au-delà de cette main tendue et des forces que vous avez relevées, il y a également
quelques faiblesses de votre point de vue dans ce discours. Oui, de mon humble avis, la faiblesse fondamentalement réside à deux niveaux. Le premier niveau, c'est cette partie du discours qui nous fait croire que le développement dépendra nécessairement de la réduction des libertés, de la limitation des libertés. Y a-t-il des mots dans ce discours qui vous font penser Oui. que c'est ce que le chef d'État a voulu dire? Bien sûr que oui. Lorsque nous entendons, par exemple, j'ai pris le soin de noter quelques petites portions, violence regrettable parce que nous avons dû perdre, certes, des vies, mais violence, j'allais dire, due au fait qu'à un moment donné, les Béninois ne s'étaient pas compris et que de part et d'autre, il y a eu des réactions. Et il disait que quelque part, cette réforme du système partisan était nécessaire, ce qui est vrai. Et il faut relever que ce n'est pas seulement le Bénin qui s'est engagé. Mais la réforme du système partisan n'est pas une réduction des libertés des Béninois. Oui, la réforme du système, c'est la réforme du système partisan qui a conduit à l'exclusion de certains partis politiques. Certes, À l'absence de cette oui, partie oui. aux élections ou à leur exclusion. Parce que mais ces les partis mots disent- continuent de faire polémique à l'heure Oui, actuelle. justement, de toutes les façons, ils ont été absents du processus. Ils ont été absents. Or, lorsqu'on est absent et qu'on a cru devoir remplir les formalités pour être et que malgré cela, on n'a pas pu être, on se dit exclu. Surtout lorsqu'on est en démocratie. Vous savez, la démocratie est fondée sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de piliers. Et au nombre de ces piliers-là, il y a ce qu'on appelle le noyau dur de la démocratie. Et dans le noyau dur, il y a des éléments essentiels, deux éléments essentiels que sont le pluralisme et la liberté. Est-ce que le pluralisme, Evelyne Kenom, Oui. est-ce que le pluralisme implique la violation des textes, c'est-à-dire que les délais qui sont contenus Était dans les parti. textes, et voilà, arrivé à leur expiration, les partis politiques devaient obtenir leur certificat de conformité ou autres quitus fiscaux et d'autres documents, n'ont pas pu les avoir dans les délais. Est-ce que l'application des tests est pour vous une réduction des libertés des partis, ou bien c'est parce que les partis s'y sont mis un peu tard pour être en règle? Je ne voudrais pas dire que les partis n'ont pas pu remplir les formalités. Attends, ça c'est de la bouche des politiques que nous allons l'entendre, mais je constate en tant que citoyenne, en tant que journaliste, que l'application des tests a empêché certains partis de compétir. Et donc, l'application des tests leur a ôté leur liberté de se porter candidat. Et l'application des tests a ôté à leurs partisans leur liberté de voter pour eux. Et donc, quelque part, quand nous prenons les deux éléments essentiels du noyau dur de la démocratie, que sont le pluralisme et la liberté, quelque part, leur liberté a été éprouvée. Oui, mais Vous voyez un peu. est-ce qu'on peut Cette liberté, elle a été effectivement, éprouvée. si vous permettez, est-ce qu'on peut effectivement, à travers le discours du chef d'État, entendre que la réduction des libertés est une des conditions du développement? Vous l'avez entendu, vous, dans ce discours? Bon, dans l'allocution, il existe effectivement un passage qui dit que l'état actuel de notre pays, bon, du sous-développement, provient du multipartisme, qui a été même qualifié, voilà, débridé. Débridé, Multipartisme débridé. Donc, le multipartisme débridé a été indexé comme une cause du sous-développement, du recul de notre pays. Bon, sur cette opinion, il faut d'abord rappeler que le multipartisme dont on parle constitue une recommandation constitutionnelle. C'est bien inscrit dans la Constitution. Mais avec la réforme du système partisan, tel que c'est fait, la nouvelle charte des partis politiques, la question est de savoir est-ce qu'on est toujours dans cette logique. Est-ce que oui. l'application de la charte des partis politiques devait forcément aboutir à la naissance de deux partis? Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 5 partis qui étaient déjà qualifiés. S'il n'y avait eu ce qu'on a appelé certaines erreurs au niveau de la Sénat, 5 partis au moins auraient été à ces élections. On serait
quand même toujours dans ce multipartisme. Voilà. Et même si le multipartisme est quelque peu contesté aujourd'hui, est-ce que le fait que deux partis, au moins, quand même, aient pu se qualifier, n'est pas que le multipartisme demeure? Bon. On n'a pas supprimé le multipartisme et les prochaines élections nous montreront peut-être... Non, officiellement, ce n'est pas supprimé, mais tel que ça s'est passé au bout du rouleau, qu'on en vienne à deux partis, c'est que ça pose problème et le chef de l'État a su bien faire d'initier le débat en même temps pour que ça ne se répète plus pour les prochaines échéances. Donc, c'est l'occasion pour les forces de l'opposition de saisir vraiment cette opportunité pour poser les réels problèmes, puisque ce n'est pas encore la fin de la démocratie. Les élections, il y en aura encore. Donc, pour que les mêmes causes ne produisent plus, comme nous le disons, les mêmes effets, c'est qu'il faut vraiment discuter. Et voilà. justement, pour discuter, il faut accepter la main tendue du chef de l'État. Il y a eu deux réactions au niveau de la classe politique. Le parti Force Corée pour le développement du Bénin a accepté la main tendue et est prêt à discuter, mais les partis que vous appelez l'opposition traditionnelle, Evelyne Kenom, ont, dans une déclaration de presse très vive, rejeté cette main tendue du chef de l'État et continue d'exiger la suspension ou du moins l'annulation du processus électoral et bien sûr de l'élection des députés qui siègent désormais au Parlement. Oui, c'est le constat que nous avons tous fait au lendemain de ce discours, mais personnellement, je pense que l'opposition devrait tout de même accepter cette main tendue là, mais elle a ses raisons. Elle estime qu'il n'y aura pas, qu'elle ne croit pas en la franchise, en la sincérité de ces échanges qui vont être ouvertes par le chef de l'État avec la classe politique. Mais quelque part, la politique de la chaise vide n'a jamais payé dans l'histoire des peuples. Et c'est la raison pour laquelle il faut être à la table des négociations. Je suis de ceux qui pensent et ceux qui suggèrent que, quel que soit le degré de colère, de doute, déception. de déception, parce que le chef de l'État lui-même a reconnu que l'opposition, il y a une certaine classe politique qui nourrit des suspicions légitimes. Il y a une partie des populations qui nourrit des craintes, ce qui est vrai. Mais quelque part, est-ce que cela devrait empêcher d'accepter la main tendue du chef de l'État? Je suis de ceux qui pensent et croient jusqu'à nouvel ordre que cette main tendue devant toute la population béninoise et devant toute la communauté internationale ne saurait donner naissance à un marché de dupes par la suite. Je suis de ceux qui croient que quelque part derrière cette main tendue, il y a de la bonne foi, il y a de la bonne volonté, parce que quelque part, la situation qui prévaut n'est pas de nature non plus à faire plaisir ou à satisfaire le chef de l'État qui, quelque part, a réaffirmé dans son discours son désir de bâtir la démocratie. Il n'a pas proposé autre chose. Il n'a pas proposé un autre système. Il n'a pas proposé un autre régime politique. Il a proposé ce même régime politique-là qui a fait l'objet de consensus à la conférence nationale et qui est le soubassement même de notre Constitution. Et quelque part, donc, il soutient et maintient que nous sommes toujours en démocratie, dans cette démocratie pluraliste-là. Et pour qu'elle vive, il faut l'opposition. Parce que quoi? Parce que dans un régime démocratique, l'opposition d'aujourd'hui peut se retrouver par le jeu de l'alternance au pouvoir demain. Aujourd'hui, l'opposition, la mouvance d'aujourd'hui pourra peut-être par le jeu de l'alternance se retrouver dans l'opposition demain. Nous sommes dans le cas de figure d'ailleurs. Justement. Et donc, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État même, lui-même, a primo, intérêt à continuer à bâtir la démocratie. Il y a un éminent professeur d'université qui a dit et redit la dernière fois au cours d'une conférence à laquelle j'ai assisté que le consensus de la conférence nationale, c'est le consensus de la démocratie. Et donc, quelque part, le chef de l'État l'a réitéré. Il est toujours dans cette logique de démocratie et il est bon que les Béninois se parlent. Et moi, je voudrais inviter humblement la classe politique à accepter. Elle peut poser des conditions, mais qu'elle accepte la main tendue, qu'elle accepte d'aller à la table de discussion pour faire passer sa volonté.
Elle exige un certain nombre de préalables en posant un certain nombre de questions. Oui, justement, à l'heure actuelle, ce sur quoi l'opposition se base, justement, en tout cas l'opposition traditionnelle se base pour refuser la main tendue, c'est entre autres les échanges qui ont déjà eu lieu par le passé avec le chef de l'État au cours desquels les opposants s'attendaient peut-être à ce que le chef de l'État leur offre des facilités pour se présenter aux élections, mais il les a renvoyés au respect des tests. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part raison de se dire que dans ces conditions où ils ont déjà pensé qu'un dialogue était possible et finalement ils n'ont pas pu obtenir gain de cause, est-ce qu'ils n'ont pas raison de penser que en cas de discussion de nouveau avec le chef de l'État, que ça ne donnera pas de résultat? C'est comme le dit un adage, on ne refuse pas un appel, mais c'est ce qui suit l'appel qu'on peut refuser. Donc dans l'ordre des choses, il était normal que l'opposition accepte et que la main tendue. Maintenant qu'elle n'est pas favorable, maintenant que l'opposition n'est pas favorable, elle doit avoir forcément ses raisons au regard des désagréments vécus en période préélectorale avec les rencontres infructueuses, jugées de peu sincères. Donc, comme on le dit, le chat échaudé, craignant l'eau froide, peut se dire en répondant à une telle invitation ou bien en allant à une telle table de négociation, que la montagne peut toutefois encore accoucher d'une souris. Mais comment on peut aboutir quand même à cette sortie de crise si on ne discute pas? Voilà, c'est là vraiment tout le débat, puisqu'il faut forcément discuter. Et c'était prévisible que l'opposition ait une telle réaction. C'était prévisible. Alors, il faut alors conseiller au chef de l'État de chercher un médiateur, une caution morale et une autorité morale pour assurer l'intermédiaire, pour que ça ne soit pas seulement une affaire de l'exécutif et de la classe politique. Donc, qui peut être aujourd'hui cette caution morale, ou bien pour jouer ce rôle de facilitateur, ou bien d'intermédiaire entre l'opposition et le chef de l'État? C'est à ça qu'il faut commencer par réfléchir. Sinon, tant que ça va rester une affaire du gouvernement et de l'opposition, ce n'est pas évident que la situation puisse être décantée facilement. On est dans une situation où les différents médiateurs possibles au plan interne, on n'en voit pas vraiment. Au plan international, on espère peut-être en avoir aussi. Est-ce que nous sommes dans une impasse si on ne trouve pas facilement ou rapidement des médiateurs au plan national quand même capables d'amener les Béninois à une table de négociation et à se parler les uns les autres? Non, personnellement, je ne nous vois pas encore aux portes de l'impasse. Il est vrai, je ne voudrais pas en nommer, mais il est vrai qu'il y a certaines personnalités de grande probité morale qui auraient pu se porter volontaires pour être en posture de médiateur, mais qui, dans cette crise, n'ont pas joué le rôle qu'il fallait et qui sont tombés totalement en disgrâce auprès des uns et des autres. Nous allons trouver certainement une porte de sortie parce que la crise elle-même aussi, elle est en train de s'estomper. Les esprits étaient chauffés, surchauffés. Aujourd'hui, le calme revient progressivement, du moins apparemment, et c'est ce que nous souhaitons si nous ne trouvons pas de médiateurs dignes de ce nom au plan national. Nous allons en trouver parce que nous vivons au sein d'une communauté. Nous allons en trouver certainement au plan sous-régional, au plan régional et même au plan totalement intercontinental. Quelque part, nous allons pouvoir sortir de cette situation qui n'arrange personne dans la mesure où c'est la toute première fois depuis l'historique conférence nationale des forces vives de la nation qu'autour des questions électorales, les Béninois ne s'entendent pas. Cette réforme du système partisan, c'est une réforme que nous avons tous souhaité parce qu'à un moment donné,
le libéralisme, le pluralisme a été un pluralisme presque anarchique à un moment donné où chacun pouvait créer son parti politique dans sa maison. Dans chaque rue, on avait un parti politique. Tout le monde intervenait tout le temps et n'importe comment dans le débat politique. Ça empêchait quelque part d'avancer. Ça empêchait d'avancer. Et les ténors de la thèse de réduction ou de regroupement des partis politiques pensent qu'en regroupant les forces de manière à en faire de grands ensembles, ça va être plus cohérent, ça va être plus ordonné, ça va être plus méthodique et l'intervention sur la scène politique sera mieux ordonnée et quand elle sera mieux ordonnée, elle permettra aussi de mieux assurer la cohérence de l'action et de faire en sorte que l'exécutif n'ait pas à perdre du temps dans des discussions, dans des échanges, dans des revendications qui ne cessent d'arriver. Le Sénégal est en train de faire l'expérience, d'autres pays africains sont en train de faire l'expérience. La réforme du système partisan est une bonne chose, mais la façon dont nous le faisons au Bénin, ça donne lieu à des grincements de dents. Et c'est cela qui est justement perfectible. Et c'est bien que le chef de l'État ait compris que cela est perfectible et qu'il tende la main. J'ose croire que cette main tendue est sincère, elle est franche. Il l'a dit, il faudrait qu'elle soit saisie. Il faudrait également que l'autre partie l'accepte pour que nous puissions vérifier sa sincérité. Voilà, mais l'autre partie est totalement émiettée. Moi, ça fait partie également de ces faiblesses que je note. À leur place, en face d'un exécutif qui s'organise, qui se regroupe, nous ne resterions pas éparpillés, nous n'allions pas avancer en rang dispersé. Il faut pouvoir se mettre ensemble. Mais on constate que chacun continue dans cet ensemble-là de tirer le drap de son côté. L'heure des regroupements a sonné. Il faudrait qu'on regarde en fait. À des moments donnés, on peut faire des choses contre les intérêts ou les intérêts individuels. On peut faire des choses en essayant de taire nos égos simplement à cause de la force ou de la puissance que l'on a en face. C'est dommage que l'opposition n'ait pas pu se réunir en de grands ensembles à la veille de cette élection-là. Ce n'est peut-être pas encore exclu, il nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons parler d'un autre sujet. Médé Sagbenko, si vous le permettez, je sais que vous brûlez sans doute de revenir sur ce message du chef de l'État, mais il y a également une actualité qui nous est tombée un peu dessus, comme un coup près au cours de cette semaine. C'est le retrait du grade de général à Nazer Rounokwe et à Louis-Philippe Roundéon. Déjà, vous, comment comprenez-vous cette décision de la Cour suprême et quelles implications cela peut avoir sur la police républicaine? D'abord, il faut commencer par souligner que la nomination ou bien la promotion de ces officiers, de ces deux officiers supérieurs de la police au grade de général avait fait objet de beaucoup de critiques en son temps. Absolument. Et même des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la décision de la Cour avait été que la Cour s'est déclarée incompétente, puisque l'argument qui était évoqué pour critiquer ou bien pour attaquer cette promotion était que selon l'article 148 de la loi 2015 portant statut des personnels des forces de sécurité publiques et assimilées, il est dit mot pour mot, nul n'est proposable au grade de général s'il n'a pas été contrôleur général pendant 4 ans. Mais il a été dit dans le recours en sortant que les deux généraux, Louis-Philippe Roundéon et Nazer Rounokwe, avaient été nommés contrôleurs généraux en 2013, puis promus maintenant au grade de général le 1er août 2015. Donc ce qui, selon le contenu du recours, ne faisait pas encore les 4 ans. Les 4 ans. Donc c'était sur cette base que la contestation avait même déjà commencé au sein de la corporation policière qui a porté l'affaire à la Cour suprême par des contrôleurs généraux qui, naturellement, se sont sentis frustrés. Et puis, la décision, c'est celle dont nous sommes en train de parler, c'est que les grades sont retirés. Mais cette décision vient
des années, mais je dirais même pratiquement 4 ans Mais après comme nous le savons, les événements. comme nous le savons, les juridictions, face à certaines questions, vont à leur rythme pour prendre le temps de bien faire leurs enquêtes, pour ne pas rendre des décisions apolémiques. Donc la Cour suprême, qui a pu prendre tout ce temps avant de décider, doit avoir certainement ses raisons. Maintenant, en termes d'implication, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord, lorsqu'on sait que le général Louis-Philippe Boundéon a encore du temps devant lui, et a encore du chemin à faire par rapport à sa carrière, puisque la loi dit que les officiers de police doivent aller à la retraite à l'âge de 60 ans. Donc il a encore du temps, ça veut dire qu'au moins lui, il a encore vraiment... Une cinquantaine. Voilà, donc lui, il a encore des chances, c'est que d'évoluer. De redevenir général. Bon, il a encore des raisons d'espérer, si je peux m'exprimer tout simplement, il a encore des raisons d'espérer, tandis que l'autre, qui doit être déjà à la lisière de la retraite, c'est vraiment dommage. Toutefois, et que quand même... On a vu dans ce pays le colonel Martin de Ouazoiro à la retraite, être promu général. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'à ce niveau, l'espoir n'est pas encore totalement perdu. Un système peut un jour décider encore de les promouvoir, pourquoi pas. Donc, ça dépend. L'autre chose qu'on a remarqué, Evelyne Kenom, c'est qu'il y avait déjà une polémique autour du général Nazer Onokwe. Certains le disaient voulant déserter. Et puis, du jour au lendemain, d'ailleurs, il a formellement démenti ces rumeurs. Et puis, du jour au lendemain, cette décision de la Cour suprême qui vient tomber et qui donne quand même un peu de malaise dans l'opinion publique. Oui, non, il faut déjà noter qu'entre les deux événements, il n'y a apparemment pas de lien. Les fausses nouvelles circulent énormément à l'ère des réseaux sociaux et il nous faut faire attention à tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux et éviter de les multiplier et de les expédier dans les groupes à notre tour. Moi, j'ai personnellement pris la décision de ne rien colporter sur les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de fake news. Et donc, cette nouvelle concernant sa prétendue fuite, elle était totalement, c'était une affaire inventée de toutes pièces par on ne sait qui. Néanmoins, ce retrait ou annulation de grade, c'est vrai, intervenu carrément dans les 72 heures qui ont suivi la circulation de cette fausse nouvelle. Il faut dire que c'est quand même, comme l'a dit Mehdi, c'est une affaire qui était pendante depuis des années. Elle ne date pas d'aujourd'hui, de 2015, je crois, juste au lendemain de leur élévation au grade de général, il y a eu des recours. La Cour constitutionnelle a été saisie, elle s'est déclarée donc incompétente. La plus haute juridiction en matière administrative a été saisie. Elle tranche l'affaire au bout de 4 ans. On va peut-être dire, oui, lenteur, 4 ans, pourquoi aujourd'hui? Apparemment, cette décision n'a aucun lien avec le régime en place. Cette décision n'est pas politique, apparemment. Mais est-ce que Nazer Onokwe peut rester directeur général de la police républicaine en ayant perdu le grade de général? Bien sûr que oui, parce qu'aucun test ne dit que pour être promu directeur général de la police républicaine, il faut d'abord avoir le grade de général. On a vu par le passé des officiers de police qui n'étaient pas des généraux, mais qui sont restés à la tête de la police, même si elle n'était pas encore appelée républicaine dans le temps. Et donc, tout dépendra de la volonté des autorités qui l'ont promu ainsi. Et je trouve aussi que ce n'est pas la fin du monde. Le requérant qui a saisi les juridictions a peut-être gagné. Il leur appartient de continuer à s'armer de leur courage pour poursuivre le chemin et peut-être un jour de mériter à nouveau d'être appelés généraux. Ce qui n'est pas exclu, c'est que le chef d'État peut de nouveau, dès demain, s'il le veut, puisque les 4 ans qu'il était nécessaire pour que leur ancienneté soit reconnue sont déjà passés depuis longtemps. Voilà. Ils peuvent de nouveau être promus à ce grade-là. Passons maintenant à un sujet un peu moins polémique, qui fait moins polémique, c'est nos jeunes frères qui vont à l'examen à partir de demain, l'examen du brevet d'études du premier cycle. Il ne nous reste que quelques 2 à 3 minutes. Médis Agwenko, vous avez un regard sur cet examen qui, aujourd'hui, pose le problème de son utilité dans un monde où les diplômes les plus gros commencent à devenir de plus en plus communs. Bien sûr, parce qu'avant, lorsqu'on déclare quelqu'un admis au BPC, c'est la grande joie dans la famille, puisqu'il peut déjà passer pour l'un des plus grands intellectuels du village.
Mais aujourd'hui, c'est que lorsqu'on vous déclare même admis au baccalauréat, c'est que ce n'est pas encore suffisant. Vous devez encore faire des efforts supplémentaires. Toutefois, c'est un diplôme qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer, parce que autant que nous sommes, c'est que tous les parchemins universitaires que nous avons accumulés sont quand même basés sur des diplômes qu'on a eu au primaire ou au secondaire. Donc cela dit, c'est vrai que c'est un diplôme qui sur le marché de l'emploi est de moins en moins sollicité, mais toutefois qu'on en a besoin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et il y a une chose qui a été décidée il y a quelques années maintenant, c'est que les élèves ne peuvent plus passer en classe de seconde sans le BEPC, ce qui n'était pas le cas par le passé. Tout à fait. Vous avez un regard sur... Oui, il y a vraiment une décision, un arrêté ministériel portant condition de passage en classe de seconde qui dit que désormais, il faut, en plus de la moyenne de classe, avoir le BEPC. Bon, alors qu'au regard de l'article 50 de la loi sur l'éducation nationale, c'est que la loi a juste dit qu'il faut faire passer l'enfant en classe supérieure avec la moyenne de classe. Donc, ça veut dire que si la politique actuelle tient à maintenir le critère du BEPC pour encourager l'excellence, c'est qu'il faut alors régler le problème au niveau de la loi sur l'éducation nationale pour harmoniser les deux décisions. Il y a donc un chantier pour l'Assemblée, la nouvelle Assemblée nationale sur le plan de l'éducation, Evelyne Quenom. Faudrait peut-être que les députés revoient la loi, vous avez dit, sur l'éducation nationale pour que désormais, effectivement, la promotion de l'excellence qui veut que les enfants n'aient pas accès à la classe de seconde sans le BEPC devienne une chose, je vais dire, moi, j'avoue que je ne suis pas totalement du tout légale. pour ça. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout juste que de bloquer des élèves qui n'auraient peut-être pas pu franchir le cap du BEPC en classe de 3e. Cela se fait déjà suffisamment en classe de terminale. Il faudrait que la réforme soit suffisamment bien pensée. Il faudrait qu'elle soit pensée. Il faudrait qu'elle soit bien pensée. C'est pour la promotion de l'excellence. Je n'en disconviens pas. Je suis pour la promotion de l'excellence, mais il faudrait que cette réforme soit très bien pensée. Cela dit, je voudrais quand même saluer le fait que nous ayons eu droit à une année scolaire apaisée. Tout à fait. Nous avons eu droit vraiment à une année scolaire apaisée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une année comme celle-là. C'était très rare dans un passé encore récent. Donc, je voudrais saluer les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Il y a eu certainement ouverture du dialogue social avec le corps enseignant du secondaire en amont, ce qui a permis d'éviter les mouvements de grève. C'est une très bonne chose. Je suggère que cette recette-là, qui a été appliquée, puisse être répétée les années à venir. Et aux candidats, j'ai juste un petit mot à dire parce qu'ils sont certainement nombreux qui nous suivent en ce moment. Et nous avons le devoir de les rassurer. Il est vrai que les diverses autorités à divers niveaux l'ont fait, mais je voudrais juste leur dire, chers candidats, vous n'avez pas matière à vous inquiéter. Les épreuves aux examens sont toujours tirées des programmes qui ont été enseignés dans vos classes. Vous n'avez pas à avoir peur. Restez cool, comme on le dit. Lisez, relisez encore les épreuves. Essayez de les comprendre. Essayez de savoir ce qu'on vous demande, à quoi vous devez répondre comme question avant d'écrire. Et n'écrivez pas pour écrire. Écrivez vraiment les réponses qui vous semblent justes. Le reste, je suis fortement croyante. Le reste, chers candidats, Dieu s'en charge. Merci à vous, Evelyne Quenom. Un petit mot pour les candidats. Il avait dit son mot. Je crois, merci. Un petit mot pour les candidats, quand même. Du principe d'égalité. Du tout pas. Donc, je crois que cette fois-ci, pour cette année, nous avons des raisons d'espérer un taux de réussite beaucoup plus amélioré, parce que, comme vient de le dire la consoeur Evelyne Quenom, et que nous avons une année scolaire vraiment apaisée, puisque les causes du faible taux de l'année dernière, c'est lié au non-achèvement, essentiellement au non-achèvement des programmes. Surtout dans certaines matières comme l'histoire, géo, des écoles plus, beaucoup n'ont pas pu étudier la CDA avec les enfants, tout ça. Cette année, on sait qu'on n'aura plus à assister à ces genres de déconvenus. Cela dit, c'est que... Espérons. Voilà. Espérons. Merci. Donc, bonne composition aux 205 733 candidats qui composent, tout en précisant... Vous avez toujours les chiffres, vous avez bon toujours succès à eux. les numéros des articles. Tout en précisant que le Benjamin des candidats a 10 ans et que le doyen d'âge a 57 ans.
Merci à vous. Donc, Médis Agboyonko, vous êtes journaliste, analyste, chroniqueur politique indépendant. En face de vous, Evelyne Kenom, directrice de publication du quotidien Kinikini. C'était un plaisir renouvelé de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi également de partager ces moments avec les téléspectateurs que je remercie de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Club Média 7.